Dinamilo, bonjour, good morning, guten tag. Vous êtes les bienvenus au Club de la Presse que nous animons ce jour du mardi et nous sommes le 17 décembre 2019. Vous qui nous écoutez un peu partout dans la région maritime, au Togo, en Afrique et dans le monde entier, vous êtes les bienvenus donc dans cette émission avec l'accompagnement technique de Vitogbe Kokou Michel Tomega et Giro Dakucha qui va arriver incessamment. Ils sont déjà en studio avec nous, notre aristocrate bien-aimé Primus Doche Genou Arlidja. Bonjour. Bonjour chers auditrices et chers auditeurs. Bonjour Jeff. Bonjour Sass. Merci Jeff, notre prince qui nous vient d'Aneho, la ville tricentenaire aux trois royautés, 2 fois capitale du Togo, avec Aneho qui abrite également le siège de la commune Lac 1. Jeff, bonjour. Bonjour cher Sass, bonjour Primus, bonjour aux auditrices, auditeurs de Canal FM. Et Lumière FM, avec tous ces qualificatifs, ça fait mal parfois. Ça fait plutôt plaisir. Oui, ça fait plaisir à nous, mais ça fait mal à certains. Eh bien, les jaloux n'ont qu'à maigrir. Tant mieux. Bien, Jeff, je présume que vous avez encore quelques dépêches dans votre jubissière. Oui, dépêches, oui, après 2 semaines d'absence, oui. On a toujours des dépêches à partager avec les auditeurs. On va y arriver. Vous savez que nous sommes le mardi. Et nous consacrons une partie du Club de la Presse du mardi aux arts, à la culture. La tradition sera respectée. Et vous savez également que nous annonçons par avance de grands événements au Club de la Presse. Il en sera également le cas aujourd'hui, notamment pour la rentrée judiciaire de la Cour suprême, événement qui va se dérouler le jeudi 19 décembre prochain. Mais nous avons l'honneur d'avoir avec nous un magistrat, Monsieur Yaovi Maoli Fiaonou, bonjour. Bonjour Sass, bonjour à tous. Eh bien, notre invité est le 3e avocat général près la Cour suprême. Il nous fait l'honneur de vous annoncer par le biais du Club de la Presse cette importante assise, cette importante manifestation dans la vie judiciaire de notre pays. Il nous en dira juste le temps que nous sacrifions à la tradition de la pensée du jour. Et aujourd'hui, c'est le philosophe français Henri Bergson que nous mettons à l'honneur. Henri Bergson qui a écrit qu'il faut agir en homme de pensée et penser en homme d'action. Il faut agir en homme de pensée et penser en homme d'action. Chacun y méditera. Maintenant, vieux constaté, Primus, rebonjour. Rebonjour. Eh bien, hier, je suivais Radio France Internationale à 17h et ils ont annoncé quelque chose en paraphrasant les Anglais. Les Anglais qui disent que une nation est vivante quand sa culture est vivante. Une nation est vivante quand sa culture est vivante. Et pour illustrer cela, il a été dit que même au cours de la Deuxième Guerre mondiale, au plus fort des bombardements de l'Allemagne nazie, les Anglais trouvaient toujours le temps d'ouvrir leur National Gallery, leur musée national, 2 à 3 fois par jour pour que les Anglais aillent visiter leurs œuvres d'art, même au plus fort de la guerre. Oui, la montée du fascisme en Europe fait partie de ces chapitres qu'on appelle les régimes totalitaires. Et l'Allemagne nazie avait inauguré une nouveauté, les missiles. C'est des armes qui n'existaient pas encore à cette époque, que les Allemands appelaient Verwaltungswaffen, les armes de vengeance, qui, à partir de, je crois, de Peenemünde et autres,
ont lancé des missiles sur la célèbre ville de Coventry. Hein? C'est-à-dire que sans attaquer frontalement l'Angleterre, la Grande-Bretagne, depuis l'Allemagne, on pouvait bombarder des villes choisies par l'armée hitlérienne. Et les Anglais ont considéré ça comme un frein à leur liberté démocratique. C'est pour ça que ils ont tenu à ne pas se terrer et ont ouvert les peuples, les musées, pour que les gens célèbrent la vie. Hein? Parce que la guerre, c'est une menace qui voudra mettre fin à tout ça. Et ils voudraient montrer à ce totalitarisme germanique que le peuple anglais, le peuple britannique est un peuple vivant, qui a une culture vivante et expantrice. Merci. Les Anglais qui aiment dire qu'une nation est vivante quand sa culture est vivante. La preuve, au plus fort de la Deuxième Guerre mondiale, pendant que l'Angleterre ployait sous les bombes nazies, ce peuple trouvait toujours le temps d'ouvrir leur National Gallery, leur musée, pour que les Britanniques aillent admirer leurs œuvres d'art. La preuve à Lomé, les soirs, tous des poulets braisés, la bière coule à flot. Ça, c'est la culture. Eh bien, plutôt culture, le Sénégal qui construit un nouveau musée moderne, le Bénin à côté ici, qui s'apprête à se faire restituer par la France 26 œuvres d'art. Le ministre de la Culture de la France y était au Bénin récemment. Et quant à nous ici, nous venons de restaurer le palais de Lomé. Palais de Lomé que nous avons fait visiter à Cyril Ramaphosa lorsqu'il était en visite chez nous. Le palais de Lomé que Louise Mushikiwabo, la secrétaire générale de la francophonie, aussi va visiter. Ça veut dire, Jeff, que nous commençons à faire valoir également nos arts et notre culture. Oui, c'est très important parce que depuis longtemps nous avions oublié cet aspect, que ça peut contribuer au PNB de notre pays, au développement de notre pays, qui va créer aussi de l'emploi. Je veux parler avec la complicité de Primus, où on a eu la chance de visiter ce musée international à Yaoundé, qui est logé dans l'ancienne palais de la présidence de Yaoundé. Ça veut dire que c'est des milliers de personnes qui viennent par jour. Et imaginez ce que cela peut créer comme emploi. Et les guides qui sont là, c'est de l'emploi pour eux, c'est des gens professionnels qui ont fait de grandes formations. Et donc, si nous avons la chance de le faire aujourd'hui dans notre pays, je pense que c'est aussi une bonne chose pour pouvoir résumer en quelque sorte l'histoire de notre cher pays, le Togo. Eh bien, n'oublions pas nos arts, n'oublions pas notre culture. Et nous avons quelques opportunités, notamment notre compatriote Sami Tchak, qui vient de publier un nouveau livre intitulé Les Fables du Moineau. Les Fables du Moineau, c'est le dernier ouvrage paru de notre compatriote Sami Tchak. Merci à l'Union pour la Patrie qui nous en parle. Toujours art, c'est une tradition qui va être respectée prochainement. Il s'agit de la 24e édition d'audition de piano. C'est l'œuvre d'art pianistique de notre compatriote Cyprien Espoir Agbetiafa, qui va montrer ses jeunes élèves au cours de la 24e édition d'audition de piano. Ce sera le dimanche 22 décembre prochain au Palais des Congrès. Autre événement en fin de semaine, c'est le duo Toufan. Toufan qui veut boucler l'année en beauté par 2 concerts. Il y aura d'abord le vendredi 20 décembre un concert privé à l'hôtel 2 février. Et puis le dimanche 22, un concert grand public à Canal Olympia. Et groupe Toufan qui n'est plus à présenter. Bientôt 15 ans de carrière. Ils ont à leur actif des dizaines de singles. Ils ont fait de nombreuses collaborations avec d'autres confrères artistes. Ils ont récolté plusieurs distinctions. Ils ont déjà sorti 5 albums. Jeff le Prince. Voilà, le dimanche,
soit vous avez le choix entre aller écouter le piano avec les élèves de Cyprien Agbetiafa ou bien aller admirer les Toufan sur scène. Oui, le choix est libre. Et je pense que pour nos frères Toufan, nous sommes habitués avec eux. Je souhaiterais découvrir une nouvelle musique aussi que je n'ai pas l'habitude de suivre, c'est-à-dire le piano. Donc, si je vais faire un choix, je souhaiterais aller suivre nos amis de cette école pour voir comment ça se fait, parce que j'ai cette conviction, bien cette envie d'envoyer aussi mon enfant à aller apprendre à jouer le piano. Merci, ça c'est un joli cadeau qu'on devrait faire à son enfant, hein? Envoyer le jeune enfant dans une école de musique pour faire travailler sa voix, pour apprendre à jouer le piano et les autres instruments de musique. Oui, Primus? Oui, si vous me permettez de lancer un cri d'appel ici. Notre compatriote Cyprien Agbetiafa fait du bon travail. C'est l'éducation musicale apporte à tout enfant une dimension extra. Mais nous savons que cette étude d'art pianistique aussi a souvent beaucoup de problèmes financiers. Donc nous lancerons ici un appel, un cri de cœur à tous les mécènes togolais, hein, qui ont de l'argent oublié quelque part, d'aider cette étude d'art pianistique de M. Cyprien Agbetiafa. Merci. Tout comme il y a quelques semaines, nous avons reçu notre ami Coquerel de l'école La Belle Musique de Lomé. Voilà des choses auxquelles on devrait également s'intéresser. Sans oublier naturellement Sami Tchak, qui vient de publier son dernier ouvrage. Oui, c'est Sami Tchak. C'est au même titre que Kanye Allen, sont deux auteurs togolais que j'admire beaucoup. Mais particulièrement, Kanye Allen lui met du temps pour sortir ses romans. Mais Sami Tchak, presque chaque année, il est présent avec un nouvel ouvrage. Et ça, je crois que ça mérite même une décoration au titre national. Commençons d'abord par lire les ouvrages de nos écrivains, de les divulguer au sein de nos enfants. Le mérite arrivera sûrement. Espérons. Eh bien, Jeff, nous disions tantôt que Louise Mouchiki-Wabo, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, est arrivée dans notre Lomé, dans notre capitale hier. Et au programme, il aura des entretiens avec les plus hautes autorités du Togo. Il est annoncé également qu'elle visitera le palais de Lomé. Et personnellement, je m'attendais à ce qu'elle présida le symposium régional sur l'intelligence artificielle qui a été prévu pour se tenir dans votre belle ville historique à Nero. Mais aux dernières nouvelles, nous apprenons que le symposium est annulé. Oui, tu l'as bien introduit. Je pense que la ville d'Anéro, quand nous prenons le corridor Abidjan-Lagos, Anéro se situe au centre, ou bien je dirais le Togo se situe au centre. Et donc Anéro, avec toute son histoire bien chargée, avec une situation géographique, pourrait bien accueillir cet événement. Mais acceptons les choses comme elles arrivent et non comme nous voulons qu'elles arrivent, parce que à la dernière minute on a reporté l'événement, donc ça devait se tenir depuis hier jusqu'à ce jour. On devait, peut-être on serait dans le deuxième jour, je ne serai pas dans ce studio, mais malheureusement cela a été reporté. Donc alors est-ce que le symposium est simplement reporté ou carrément annulé? Non, le symposium est reporté pour le moment, c'est ce que je peux vous dire. C'est reporté sur quand? Sur quand ici dédié. Donc je vous reviendrai au moment venu quand le comité d'organisation va se réunir, que la nouvelle date sera choisie. Je me donnerai ce plaisir de partager encore cette information avec les auditeurs. Merci. Donc ce symposium régional sur l'intelligence artificielle qui devrait être meublé par des panels, des ateliers, c'est reporté. Quand la nouvelle date sera connue et confirmée, nous vous en parlerons. Oui, à part les panels que vous avez annoncés tout à l'heure, je vous dis aussi que normalement, si c'est l'événement a commencé hier ou bien c'était pas reporté, Anéro devait accueillir même le siège de l'agence francophone de l'intelligence artificielle. Et la mairie a fait de son mieux pour mettre un terrain à disposition pour que la pose de la première pierre se fasse, mais malheureusement, je pense que comme c'est reporté, nous y reviendrons. Merci, mais nous restons avec vous avec quelques dépêches
le championnat première division s'est joué ce week-end et votre club Aneho, Bolus d'Aneho, a fait chuter pour la première fois le leader Unisport. Les requins mâles ont fait mordre la poussière à Unisport de Sokoré. Ce qui m'étonne, j'étais arrivé en retard, tu étais en studio quand je suis là. Je n'ai pas partagé les dépêches avec toi. J'allais justement parler de cette dépêche très importante parce que Unisport, depuis le début du championnat, a toujours défié tous les clubs à domicile ou à l'extérieur, mais Bolosou des Lacs, vous savez, quand on dit Unisport, nous sommes des animaux aquatiques. On les a bien accueillis. Ils sont là plus de 72 heures dans la ville, mais on leur a dit quand même que quand on vient à Neho, on fait doucement parce que Agbol et Douanouro. Ok, donc les Unisport s'en est rendu compte. Autre dépêche, le samedi dernier, je suis allé aux obsèques de la maman de notre ami et confrère Lucien Mensang, mais pour aller de Lomé à VV, il faut traverser à Neho, et Jeff n'en souffrait pas, mais en traversant à Neho, je me suis rendu compte que la ville devient de plus en plus belle. La preuve, il y avait des gens même qui balayaient les abords des rues à Neho le samedi dernier. Oui, exactement. Vous savez, les nouveaux élus de la commune Lac 1 ont mis une nouvelle dynamique. On n'attend pas seulement le premier samedi du mois, et pratiquement tous les week-ends maintenant, on a mis un programme, soit tous les conseillers municipaux se retrouvent dans un canton ou dans l'autre, et ce qui rentre petit à petit dans l'habitude de la population de Lac 1. Et donc vous allez voir que le samedi, la ville était vraiment très animée par ces activités où les jeunes, les élèves, les grandes personnes même étaient sorties avec des balais, des roues pour mettre au propre la ville. Vous avez fait une belle remarque. Je pense que nous allons inviter cette population à continuer, inviter d'autres communes à faire, parce qu'on n'a pas forcément besoin d'un étranger pour venir balayer chez soi. Donc c'est très important que cela rentre dans l'habitude de tous les Togolais. Et pour terminer, le pont de Zébé tient bel et bien. Je suis passé là-dessus pour aller à VV. Je suis passé là-dessus encore pour revenir à Lomé. Et autre nouvelle aussi, tout à côté, il y a une entreprise, enfin l'entreprise fait les travaux, peut-être pour dédoubler le pont ou bien pour le consolider davantage. Non, pas consolider, je te l'avais dit que c'est carrément un nouveau pont qui était en construction. Donc les experts nous avaient dit, après la construction du nouveau pont, on verra bien si l'ancien pont peut tenir pour pouvoir dédoubler, comme tu l'as dit, pour faire l'aller-retour, renforcer l'ancien, pour que ça devienne aller-retour. Mais jusqu'à ce jour, il y a certains tonnages qui sont limités de ne pas passer sur ce pont. Donc les travaux se poursuivent nuit et jour. Donc nous pensons avoir un nouveau pont dans les jours à venir. Oui, Primus? Et la route à Neho à VV, elle s'est améliorée? Le goudron s'est arrêté à la sortie d'Aneho, alors pour aller vers Tokbo. Quand vous allez vers Atueta, le goudron s'est arrêté. Et alors depuis Atueta jusqu'à Aklakou, c'est un peu de goudron, beaucoup de trous. Alors de Aklakou à VV, alors là ça a été un peu profilé. Mais j'ai beaucoup plaint ceux qui étaient à pied, à moto, parce que quand une voiture vous dépassait, vous avaliez des tonnes de poussière. Voilà le vu et constaté. Monsieur le troisième avocat général près la Cour suprême, Monsieur Fiaonou, rebonjour. Rebonjour, Sas. Eh bien, la Cour suprême tient sa rentrée judiciaire. Ce sera le jeudi prochain, vous confirmez? Le jeudi 19 décembre. Merci beaucoup. Avant d'en venir au sujet même, voulez-vous en quelques phrases nous présenter l'organisation du pouvoir judiciaire dans notre pays, le Togo? Alors, l'organisation du pouvoir judiciaire, je peux vous la faire en deux temps. Au niveau des structures, si vous voulez parler des structures, nous avons l'organisation des cours et tribunaux. Au sommet, nous avons la Cour suprême. Au milieu, nous avons les cours d'appel. Et en bas, nous avons les juridictions de première instance. Ça, c'est la structure qui fonctionne en tant que juridiction. Maintenant, si nous voulons parler de l'administration de la justice, il y a ce que nous appelons la chancellerie. Le ministère avec ses services détachés, ses directions. Et le ministère, c'est ce que nous appelons la chancellerie. Il y a le garde des Sceaux, son cabinet, le secrétaire général, et les autres services qui sont rattachés au ministère. Par exemple, le centre de formation des professionnels de justice. D'autres services qui sont là, qui sont des services détachés du ministère. Voilà, au niveau de l'administration
service administratif à partir du ministère et le service juridictionnel à partir des cours et tribunaux. Merci. Alors venons-en maintenant à la Cour suprême dont vous êtes. Nous connaissons le président Patrice Kakovi Gamato. Vous êtes le 3e avocat général. Alors voulez-vous nous présenter la Cour suprême, comment vous êtes organisé en votre sein? Eh bien, la Cour suprême se divise en 2 secteurs, si vous voulez, en mots simples. Il y a le siège et le parquet général. Vous allez voir cette division également au niveau des cours et tribunaux. Alors, au niveau du siège de la Cour suprême, il y a les présidents de chambre. Il y a 2 chambres, la chambre judiciaire et la chambre administrative, présidée par un président de chambre, auquel se joignent des conseillers, qui constituent le siège de la Cour. Maintenant, à côté du siège, il y a le parquet général, à la tête duquel nous avons un procureur général, plus ses collaborateurs qu'on appelle des avocats généraux. Et dans les avocats généraux, il y a un certain ordre. Il y a un premier avocat général, un deuxième avocat général, un troisième avocat général. Actuellement, nous sommes 5 au niveau du parquet général de la Cour suprême. Voilà, en gros, l'organisation. Mais la Cour ne peut pas fonctionner sans le greffe. Donc, il y a également un greffe qui est présidé dirigé par un greffier en chef, avec des greffiers et des secrétaires qui sont là, qui assurent le service administratif de la Cour. Merci pour cette présentation qui nous permet de comprendre un peu ce que vous êtes. Alors venons-en maintenant à votre rentrée judiciaire programmée pour le jeudi 19 décembre prochain. Alors pourquoi une rentrée judiciaire de la Cour suprême? Alors, pour vous dire tout simplement, il y a une période de vacation de la Cour suprême et des autres juridictions également. L'année judiciaire normalement finit au mois de juin. Et de juillet, août, septembre, c'est la période des vacations judiciaires où le service est réduit. Actuellement, le Code d'organisation judiciaire impose un minimum de 50% des activités pendant la période des vacations judiciaires. Et donc, il y a une rentrée qui se fait après la période des vacations judiciaires qui, normalement, se fait au mois d'octobre, où tout le monde rentre, toutes les juridictions rentrent de nouveau en activité. Donc, la période des vacances judiciaires marque la suspension des activités judiciaires et la reprise est marquée par une rentrée qui se fait au mois d'octobre. Mais je vais vous dire avec plus de précision que avec notre nouveau code d'organisation judiciaire, l'année judiciaire s'étale sur l'année civile. Et la rentrée désormais des cours et tribunaux se fera à partir du mois de janvier. Donc ce ne sera plus au mois d'octobre, mais avec le nouveau code judiciaire, les juridictions doivent rentrer au mois de janvier. Merci, monsieur l'avocat général. Et en quoi consiste cette rentrée judiciaire? Alors, cette rentrée judiciaire, c'est en fait un rituel que nous avons hérité des tribunaux ou des juridictions françaises de l'organisation judiciaire en France. Parce que vous savez que pendant longtemps, l'organisation de la justice en France a été notre patrimoine commun dont nous avons hérité, et c'est un rituel qui se fait où une partie est consacrée à une audience de rentrée où vous voyez les magistrats défiler en robe, en tenue d'apparat, et une autre partie qui consiste en un discours de rentrée où un thème est présenté sur les questions de l'heure, des questions qui préoccupent la société. Le thème est choisi et généralement c'est un magistrat du parquet qui présente ce thème-là. Voilà en gros, pour ne pas vous en dire plus, pour remonter très loin, comment est-ce que nous entendons faire cette rentrée judiciaire. Merci. Pour le peu que j'en sais, cette rentrée qui est une solennité pour vous se tient généralement au siège dans la salle d'audience de la Cour suprême, mais nous apprenons que la rentrée va être délocalisée dans un hôtel de la place. Si oui, alors pourquoi cette délocalisation?
effectivement, la rentrée sera délocalisée pour cette simple raison que nos locaux de la Cour suprême sont très exigus. Et vu le nombre de personnes que nous attendons pour cette rentrée judiciaire, les locaux de la Cour suprême, la salle d'audience de la Cour suprême ne peut pas contenir toutes ces personnes-là. Alors, pour un souci de mettre nos invités à l'aise, nous avons décidé de délocaliser cette rentrée judiciaire. Voilà. Et en plus, c'est vrai que normalement les audiences se tiennent au siège de la Cour, mais rien n'empêche qu'on puisse, le cas échéant, délocaliser la tenue des audiences à l'extérieur. Merci. Pour en revenir à vous, après Primus et Jeff, je ne sais pas si vous connaissez les locaux de la Cour suprême, surtout leur salle d'audience, voire même leur siège. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le siège de la Cour suprême ne fait pas honneur à un pays qui veut mettre sa justice au premier plan. Jeff. Oui, moi je veux plaider juste à la cause de nos juges qui sont là-bas, parce que quand vous allez, c'est vraiment difficile. Et quand on voulait annoncer la candidature des élus locaux ou la proclamation des résultats même à la Cour suprême, on a eu du mal à pouvoir rentrer dans la salle, parce que la salle n'était pas si grande pour accueillir tous les journalistes, même les représentants des différents candidats qui étaient là. C'était vraiment difficile. Donc on va pas, ce n'est pas une manière de les dédouaner, mais nous lançons un appel aux plus hautes autorités de penser à la Cour suprême, de construire un siège en bonne et due forme pour la Cour suprême. Et je pense que ça mettrait plus à l'aise nos juges qui travaillent là. D'autant plus, Primus, que la Cour suprême, c'est notre plus haute juridiction. Et puis, c'est devant la Cour suprême que certains grands commis de l'État vont prêter serment. Je pense aux membres de la HAC. Oui. Je pense même, je crois, aux membres même de la CENI. Oui. Oui. C'est devant la Cour suprême que tous ces grands commis de l'État prêtent serment. Alors, quand vous allez dans la salle d'audience, qui n'est salle d'audience que de nom, je ne veux pas parler des bureaux, même des magistrats. Ça, en principe, nous ne devons pas léser sur les moyens. Parce que ça fait partie intégrante du pouvoir de l'État. Nous avons le judiciaire, ce sont eux, le législatif, l'Assemblée et l'exécutif. Ça doit être 3 bâtiments qui doivent marquer l'esprit du citoyen. C'est-à-dire qu'ils doivent signifier leur présence par des bâtiments monstres, c'est-à-dire la présidence de la République. Ça doit être visible. Quand vous voyez ça, vous savez que là réside le pouvoir exécutif de mon pays, l'Assemblée nationale. Ils ont maintenant un nouveau bâtiment. Maintenant, il reste le judiciaire, la Cour suprême, et que certains appellent la Cour de la dernière chance. C'est le sommet. Et il est logé quelque part où toute personne ne le connaît. Et il faut prier, il faut plaider pour eux, il faut prier pour eux, pour qu'ils sortent de ces histoires du Conseil de l'Entente, qu'ils manifestent leur présence par la construction d'un bâtiment magnifique et imposant. Pour que, quand on va faire l'éducation civique aux étudiants, aux écoliers, aux collégiens, aux lycéens, qu'on aille leur dire que ici, ça c'est l'Assemblée, ça c'est la présidence, et ici c'est la Cour suprême du Togo. Surtout que maintenant on peut confondre la Cour suprême avec le ministère de la sécurité. Avant même c'était là que c'est là qu'il y avait le ministère de la justice. Heureusement ils sont partis, mais ils ont gardé encore quelques services. Et puis le quartier même est très enclavé, c'est pas très facile d'accès. Voilà. Or, Primus parlait de la solennité qui devrait entourer les institutions phares de la République. Oui, ça, ce qui fait mal à l'entrée même de la Cour suprême, où loge le ministère de la Sécurité, il faut voir le goudron. Il faut voir le goudron, c'est-à-dire l'accueil. Parlons d'abord du bâtiment. Oui, je parle du bâtiment, c'est-à-dire que vous imaginez l'extérieur et vous faites une idée sur l'intérieur. Donc du coup, quand vous rentrez, c'est comme c'est déjà abandonné là-bas, personne ne pense à eux, ils sont là, soit ils sont venus faire leur travail reparti. Donc vivement, comme nous avons un siège pour l'Assemblée nationale, il faudrait qu'on repense aussi à trouver un cadre décent à la Cour suprême. Merci, monsieur l'avocat général. Si vous vous sentez abandonné là-bas, ou bien si les gens vous abandonnent, nous, la presse, le club de la presse, nous pensons à vous. Mais ça fait plaisir d'avoir beaucoup de gens qui voient la chose
et qui pensent qu'il est temps qu'on donne un siège à la Cour suprême. Ce n'est pas tant pour les individus qui animent la Cour, mais c'est pour l'image de l'institution. Parce qu'au-delà des individus, il y a l'institution. C'est vrai que les individus animent l'institution, mais il faut quand même que l'institution ait une image à l'extérieur pour donner du goût à ceux qui peuvent travailler là-bas. Donc, je vous remercie pour votre... déjà, vous êtes les bons avocats de notre des avocats, des juges. Merci. Maintenant, venons-en au thème qui va diriger votre rentrée judiciaire. C'est la gestion des problèmes fonciers par la Cour suprême. Alors, un thème plus que jamais d'actualité, monsieur l'avocat général. Absolument, c'est un thème d'actualité parce que vous savez que dans notre pays, la question foncière est une question très cruciale qui préoccupe tout le monde. Des gens disent même que c'est la bombe à retardement qui peut nous emporter à tout moment. Absolument. Et donc, c'est une question qui préoccupe tout le monde. Et nous avons pensé au niveau de la Cour suprême que autant d'autres questions qui viennent au sein de la société peuvent être débattues et commentées, il faut que la Cour montre ce qu'il fait, son rôle dans la gestion du contentieux foncier, son rôle dans la recherche de solutions aux problèmes fonciers dans lesquels notre pays s'enfonce chaque jour et qui ne met personne à l'aise. Il n'y a pratiquement aucune maison qui n'est pas concernée par une question foncière. Pratiquement, le contentieux foncier dans nos juridictions, devant une juridiction, constitue à peu près les 2/3 de l'activité juridictionnelle. Si nous mettons en valeur, nous avons près de 70% des dossiers que nous avons qui constituent le contentieux foncier. C'est dire que on ne pense qu'à ça, on ne fait que cela. Or, on est dans une sorte d'un retournement sans fin. Et il faut quand même qu'un jour on arrive, que les points qui posent problème, on arrive à trouver une solution pour que définitivement la question foncière soit résorbée sur notre Togo. Les pouvoirs publics sont motivés là-dessus, sont très, très impliqués là-dessus à la recherche de solutions. Donc au niveau des juridictions, puisque en fait quand il y a un litige, c'est au niveau des juridictions que ça vient. Il faut que les juridictions également s'impliquent pour que les solutions à trouver soient des solutions vraiment pérennes et définitives. Le problème est suffisamment grave. Il arrive que des décisions que même la Cour suprême a tranchées, donc sans recours, ont eu pour conséquence que des propriétaires légitimes se sont trouvés lésés, chassés de leur maison. Les derniers cas en date, c'est à Bamakope, à Djagblé, et puis un vieux problème à Goët-Télessou. La Cour suprême a tranché. En principe, ce sont des décisions définitives, mais on se rend compte que les décisions de la Cour suprême ne sont pas si justes que ça. Monsieur l'avocat général. Dire que les décisions de la Cour suprême ne sont pas justes, vous savez, nous avons comme principe que on dit souvent qu'on ne peut pas danser s'apprécier. Voyez-vous, parfois des décisions que vous trouvez qui sont rendues en droit, ça tient. Peut-être, c'est des décisions qui, sur le plan humain, quand on le voit avec un œil d'humain, un œil de personne, on se dit, mais que ça là, c'est injuste. Mais quand vous allez voir cette décision-là, dans le fond du droit, la décision tient par rapport à la loi. Mais maintenant, comment concilier le droit avec les sentiments humains? Parfois, c'est difficile à faire. Parce que, on dit, dura les sed les. La loi est dure, mais c'est la loi. On fait des décisions qui sont difficiles à accepter, mais quand la justice passe, il faut peut-être se plier aux décisions de justice. Moi, je dis souvent, il n'y a pas de petites décisions. Il n'y a pas de petite juridiction qui rend décision. Une fois qu'il s'agit d'une décision de justice, il faut que cela soit exécuté. Et la question des décisions de justice également est un autre problème.
sur lesquels peut-être nous allons nous étendre par rapport. Merci. Moi, je suis tenté, mais on va devoir s'arrêter là. Nous n'allons pas faire la rentrée judiciaire avant les plus concernés. Mais oui, Primo, vous avez quand même une inquiétude. Oui. Non, le problème foncier sera au Togo difficilement réglable par la loi. Parce que, si je ne me trompe pas, la dernière loi foncière doit être de 1905-1906, de l'époque des Allemands. Mais après les Allemands, la politique s'est mêlée du foncier. À qui appartient la terre est une question de pouvoir. Et les peuples qui ont naturellement la terre sont des peuples qui ont naturellement un certain pouvoir que le pouvoir colonial a voulu casser. C'est pour ça que pendant longtemps, le problème foncier n'a pas été réglé au Togo. Maintenant, notre drame. Oui, allez-y, Primus. Oui, maintenant, notre drame en Afrique, le droit latin, malheureusement, qui est un héritage de la France, de notre... ne tient pas en compte l'historique de nos peuples. Vous voyez? Et nous n'allons pas toujours en Afrique nous mettre c'est vrai si que droit l'Est, l'Est, on pas toujours... Parce que quand vous prenez des pays nordiques de l'Europe, comme la Norvège, le Danemark ou même l'Allemagne, où vous n'avez pas l'influence du droit romain, c'est les traditions de vie des peuples qui sont arrivés à formuler en loi. Ce qui fait que ce droit-là, vous voyez, quand vous le prononcez, mais chez nous, l'ossature, elle est plutôt romaine. Oui, Primus, vous êtes parti du droit latin pour aller au nord de l'Europe. J'avoue que moi-même j'ai du mal à me retrouver. Alors, monsieur l'avocat général, voilà quand même des préoccupations. L'essentiel que nous demandons, nous les profanes, c'est que vous nous situiez par une justice vraiment juste et qui donne raison à celui qui y a droit. Oui, vous avez parfaitement raison. Mais je voudrais d'abord relever quelque chose par rapport à la législation. C'est vrai que tout à l'heure, Primus faisait référence au décret foncier de 1906, qui date de très longtemps. Mais je voudrais seulement dire que l'Assemblée nationale a adopté en 2018 un nouveau code foncier et domanial qui date du 14 juin. 14 juin 2018. 14 juin 2018. Dans ce nouveau code foncier domanial abroge le décret foncier de 1906. Donc nous avons une nouvelle législation qui date de 2018. Alors, pour ce qui concerne l'application du droit sur les questions foncières, c'est vrai que la terre a beaucoup d'attrait pour les Togolais, pour les citoyens, pour les Africains, si nous voulons parler plus large. Si bien que nous sommes prêts. C'est bizarre que pour un lopin de terre, vous ne pouvez pas imaginer ce qui peut être la réaction des gens. Et les gens tiennent au foncier. Et c'est ça qui justifie que il y a toujours un litige. Mais le drame, ce qui pose problème, c'est que on a l'impression que ces litiges ne finissent pas. Les terrains ne s'élargissent pas. Il n'y a pas de nouvelles terres qu'on acquiert. La population, le tendu du territoire togolais est resté toujours le même depuis un certain temps, à part la partie que l'on est en train d'éroder. Mais on a toujours l'impression qu'il y a d'autres terres qui viennent d'ailleurs, autour desquelles le litige se pose. Donc, vous finissez un litige aujourd'hui devant la Cour suprême. Demain, il y a d'autres personnes qui viennent ériger encore des prétentions sur
le même terrain, alors que la Cour a déjà tranché. C'est ça qui fait qu'on a l'impression que c'est un commencement perpétuel sur les questions. Merci. On va juste prendre une préoccupation de Jeff et nous passons à un autre sujet. Oui, je voulais demander à l'avocat général. Il y a un problème qui met mal à l'aise les citoyens togolais. Et je voulais d'abord remercier la Cour suprême et le président Gamato. Vous avez fait une tournée pour expliquer un certain nombre de choses. Comment est-ce que les citoyens peuvent saisir la Cour suprême? Aujourd'hui, nous avons des jeunes juges véreux qui sont là. Jeunes juges. Ah, jeunes juges véreux, je peux le dire. Parce qu'il y a des brebis galeuses. Je ne parle pas de tous les juges. Il y a certains qui sont là. Et vous les voyez, ils veulent s'enrichir peut-être dans les 5 années qu'ils arrivent dans le métier. C'est des dossiers, et quand les citoyens saisissent la Cour suprême, est-ce qu'il y a des sanctions? Et comment est-ce que le citoyen peut saisir s'il y a détournement, ou bien un juge qui s'accapare d'un dossier et qui traîne un citoyen sur un dossier, et dont même il demande parfois de grosses sommes? Monsieur l'avocat général? Oui, sur la question, il faut distinguer deux choses. Oui. La Cour suprême, en tant que juridiction, est là, mais à côté de cela, il y a le Conseil supérieur de la magistrature. Parfois, la confusion naît du fait que le président de la Cour suprême est en même temps président de la Cour suprême et président du Conseil supérieur de la magistrature. Alors, lorsqu'il y a un problème de comportement concernant un magistrat, ce qu'il faut saisir, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. Et non pas la Cour suprême. Parce que la Cour suprême, c'est une juridiction qui est là pour trancher les litiges concernant les cas qui sont soumis aux juridictions de fond, notamment les tribunaux de première instance et les cours d'appel. Lorsqu'il y a un problème concernant le fonctionnement de la justice, le fonctionnement d'un tribunal, il y a le Conseil suprême de la magistrature quand ça concerne les magistrats, parce que le Conseil suprême de la magistrature, CSM, est la police de la magistrature en tant que telle. Mais en dehors de cela, il y a l'inspection générale des services juridictionnels et pénitentiaires qui également s'occupe des questions de fonctionnement de la justice. Donc ces questions-là doivent être portées devant le CSM ou devant l'inspection générale, mais pas devant la Cour suprême. Oui, comment saisir cette instance? Si je suis un simple citoyen, si et vous que j'arrive à la Cour suprême, et s'il y a des orientations, et comment saisir l'instance? Si vous avez un problème, un souci que vous voulez soumettre au CSM, c'est vrai que le siège du CSM est de fait au niveau de la Cour suprême. Vous avez votre courrier, vous venez déposer pour le CSM au bureau du président de la Cour suprême, qui transmettra au secrétaire du CSM qui va s'en occuper. Si c'est une question que vous voulez soumettre à l'inspection générale, le siège de l'inspection générale est également au niveau du palais de l'entente. Donc c'est dans un bâtiment qui est également là pour voir l'inspecteur général ou son adjoint à qui vous soumettrez votre préoccupation, votre difficulté par rapport au souci que vous avez. Merci, monsieur l'avocat général. Nous avons convenu juste 5 minutes pour que vous annonciez la rentrée judiciaire, mais vous comprenez que le sujet nous intéresse. Et je reçois également plein de réactions de nos auditeurs, auditrices. Je présume que beaucoup de personnes voudront assister en direct à votre rentrée judiciaire. Alors dites-nous, est-ce que la rentrée judiciaire sera ouverte à monsieur, madame, tout le monde? Malheureusement, la rentrée ne sera pas ouverte à monsieur, madame, tout le monde. Parce que nous avons un nombre assez limité d'invités. Il y aura des invités, ça ne se fera pas à huis clos, en vase clos, mais c'est ouvert. Mais nous viendrons que ceux qui recevront une invitation à cette rentrée judiciaire-là. Mais c'est vrai que normalement, si cela devait se faire au siège de la Cour, c'est une audience comme toute autre audience. Et il serait bon que le grand peuple puisse voir comment fonctionne sa justice, comment se présente une cour qui rentre, qui fait une rentrée solennelle. Mais les impératifs de l'heure nous imposent que le cadre dans lequel nous nous retrouverons pour cette rentrée-là, que ce ne soit pas ouvert au grand public. Mais ce ne sera pas une audience
à huis clos. Merci, monsieur l'avocat général, mais je vous prie de rester avec nous, surtout quand nous allons ouvrir l'antenne dans 15 minutes. Les auditeurs auront le privilège de vous adresser directement peut-être quelques questions. Alors, chers amis, je vous prie pour éventuellement vos préoccupations, que vous vous situez dans le cadre de la rentrée judiciaire de la Cour suprême, même si je pressens que vous avez plein de sujets sur notre justice. En attendant, là, revenons un peu à notre revue de presse avec le sujet de l'heure, c'est la recomposition de la Cour constitutionnelle. Jeff Le Prince, c'est le vendredi en fin de journée que la présidente de la République a sorti un communiqué qui disait que le chef de l'État venait de rencontrer les institutions de la République et c'est à l'issue de cette audience que le chef de l'État a instruit le gouvernement de faire accélérer la procédure de la recomposition de la Cour constitutionnelle. Nous avons essayé de déblayer le terrain hier au Club de la Presse et puis le soir, il y a ce communiqué que j'ai entendu sur la TVT, l'Assemblée nationale qui a lancé l'appel à candidature pour que ceux qui se sentent intéressés aillent déposer leur dossier à l'Assemblée nationale pour être nommés par les députés à la Cour constitutionnelle et les éventuels candidats ont jusqu'au jeudi prochain délai de clôture. Alors vous comprenez un peu pourquoi cette façon précipitée et très limitée par laquelle l'Assemblée nationale a lancé cet appel à candidature. Non, moi je ne peux pas comprendre parce que je ne suis pas à l'Assemblée. Nous avons tous. Je dois être journaliste. Oui, nous avons tous suivi à la TVT ce communiqué qui est arrivé et les conditions de pouvoir postuler aussi ont été citées. Mais, vous savez, le problème de la Cour constitutionnelle, pour ma part, je dirais comme les Ivoiriens disent, il n'y a pas match. Parce que la Constitution togolaise a déjà prévu comment choisir ou bien quelles sont les institutions qui doivent envoyer des gens pour siéger à la Cour suprême, à la Cour constitutionnelle, pardon. Donc, du coup, pour moi, il n'y a pas débat autour parce que l'Assemblée a déjà lancé son appel. Ceux qui veulent postuler vont postuler et il faut voir la configuration. Le communiqué est sorti. Oui, il n'y a pas beaucoup les gens n'ont que mardi, mercredi, 3 jours seulement pour aller. Il n'y a pas un dossier, il n'y a pas un document extraordinaire que l'Assemblée nationale a demandé, à part le casier judiciaire qu'on peut. Oui, le casier judiciaire on peut demander prendre le même jour. Donc il n'y a pas de problème. Donc du coup, je dis la configuration de l'Assemblée nationale même. Quand vous voyez la configuration de l'Assemblée nationale, vous pouvez avoir une idée sur ceux qui peuvent postuler. Parce que je ne vois pas quelqu'un, peut-être aujourd'hui, un parti politique qui n'est pas à l'Assemblée, il va vouloir tenter, c'est possible de tenter, mais quand vous voyez la configuration, j'imagine un peu ce que seraient ces candidats et ceux qui vont sortir pour siéger au cours de la Cour constitutionnelle. Merci. Comme Jeff le disait, la loi, et c'est la Cour constitutionnelle qui a précisé la composition de la Cour constitutionnelle et les institutions qui doivent y envoyer les gens. Voilà. Nous avons dit hier, mais nous le reprenons. Alors, 2 membres de la Cour constitutionnelle sont désignés par le président de la République. 2 sont élus par l'Assemblée nationale. 2 sont élus par le Sénat. Qui n'existe pas encore. Un autre problème. Qui n'existe pas. Un magistrat ayant au moins 15 ans d'ancienneté élu par le Conseil supérieur de la magistrature. Un avocat élu par ses pairs. Un enseignant-chercheur en droit de rang A et ayant au moins élu également par ses pairs. Alors je disais que l'Assemblée ne donne que 3 jours aux candidats pour déposer les dossiers. C'est comme ça que ça risque d'être précipité pour les avocats, pour la magistrature. Alors est-ce que les gens ont suffisamment le temps d'avoir l'information, d'apprêter leur dossier et aller les déposer dans les délais? Tout ce qui touche les élections chez nous, c'est toujours précipité. Même la révision des listes, 3 jours là, alors qu'on nous dit qu'il y a 3 millions de gens qui sont inscrits avant, on veut réviser ça, et en 3 jours, on dit que c'est fait. Non, c'était une révision pour compléter. Les délais, tous ces délais-là sont trop courts pour moi. 3 jours, 2 jours, 3 jours, 2 jours. Finalement, nous sommes des génies dans ce pays-là. Hein? Mais chaque pays est ce qu'il est, et nous sommes comme nous sommes. On ne va pas changer ça. Ok, donc, à supposer que les gens aient l'information et qu'ils apprêtent leur dossier pour tenir dans le délai. Maintenant, la grosse équation, comment on va faire pour pouvoir
aux 2 postes qui sont dévolus au Sénat? Primus. On le fera. C'est notre manière de... Cela n'existe pas physiquement. C'est qui le on qui le fera? Parce que le Sénat lui-même n'est pas encore en place. Non, si le Sénat n'est pas en place, et vous avez des magistrats qui représentent le Sénat, c'est là on dirait... Non. Il y a une différence entre les magistrats et le Sénat. C'est là où vous direz que l'avocat me donnera raison, que la chose est tronquée. Le magistrat. Ne parlez pas en place de l'avocat. Non, je dis, non, l'avocat général. Si la loi dit que la chose doit être ainsi, et elle n'est pas ainsi, donc ce n'est pas la loi. Donc si on a prévu la place pour 2 magistrats devant venir du Sénat, et que le Sénat n'est pas là, la logique voudrait qu'on supprime le poste de ces 2 sénateurs-là. Comme ça, on va respecter la loi. Mais si vous le dites, et ça manque, quelqu'un peut dire que mais vous ne respectez pas la loi parce que ils ne sont pas là. Jeff, le Sénat est prévu dans la Constitution d'octobre 92, mais le Sénat n'ayant jamais été mis en place, c'était l'Assemblée nationale qui suppliait au Sénat pour la nomination des personnalités dans les instances jusqu'à la révision constitutionnelle de mai dernier, où il a plu aux députés de supprimer l'article 55 par lequel l'Assemblée pouvait supplier au Sénat. Et maintenant, nous trouvons devant ce vide-là. Oui, je vais aller dans le même sens que Primus tout à l'heure pour dire si nous voulons respecter la loi, je pense qu'il faut avoir une majorité. Quand on parle de la Cour constitutionnelle, il faut avoir une majorité. Et si toutes les instances sont là pour élire et envoyer des gens pour siéger au niveau de la Cour constitutionnelle et que le Sénat n'existe pas encore, vous supprimez les 2 postes. En attendant, le jour où le Sénat sera là, il y a recomposition de la Cour constitutionnelle, il faut le faire. Mais comme vous le dites tout à l'heure, la loi a été modifiée à l'Assemblée où l'Assemblée nationale pourra choisir les gens à la place du Sénat. Bon, quitte à l'Assemblée nationale de nous expliquer mieux, parce qu'il faut respecter la loi. Quand vous allez le faire ainsi, les gens vont dire vous ne respectez pas la loi. Mais pour respecter la loi, si 2 personnes manquent dans la composition de la Cour constitutionnelle, on a au moins la majorité pour trancher sur les affaires. Je pense qu'il faut partir de cette base. Mais il y a eu un débat hier, les gens s'étaient élevés pour dire que on ne parlera du quorum que si l'instance existe dans sa complétude. C'est aux réunions, s'il y a 1 ou 2 absents, on peut constater le quorum. C'est pour dire que on ne saurait partir sur la base d'une Cour constitutionnelle incomplète en évoquant la question de quorum. En fait, c'est ce qu'un auditeur a tenu à nous préciser hier. Dans la pratique que je connais des pays anglo-saxons, dans des instances pareilles, on demande un nombre impair. Oui, ils sont 9. Oui. Pour que les choix les décisions soient claires. Il y aura toujours une majorité. 3 pour ou 6 contre, ou ainsi de suite. Bon, maintenant, si vous-même, vous évoquez un Sénat, que personne ne vous a obligé à avoir, alors on se demande, ceux qui s'en vont copier les lois des autres, là, il faut aussi avoir l'intelligence de l'adapter à votre pays. C'est pas parce que quelqu'un dans son pays a un Sénat que nous aussi nous sommes obligés au Togo d'avoir un Sénat. Alors en français facile, ma question, l'inquiétude de ça, ma question est à 2 volets. Oui. Est-ce que parce que le Sénat n'existe pas, est-ce qu'on peut mettre sur pied une Cour constitutionnelle de 7 au lieu de 9? Et le second volet, est-ce que l'Assemblée nationale peut s'octroyer ce privilège-là de nommer les 2 personnes à la place du Sénat? En principe, non. Maintenant, ce que je veux dire, si vous êtes parti copier la loi de quelqu'un qui a un Sénat, et vous venez dans votre pays où vous n'avez pas de Sénat, mais pourquoi la personne qui a copié n'a pas eu l'intelligence de supprimer le Sénat? Que dans mon pays, comme il n'y a pas de Sénat, où le nombre ne sera pas 9, où il sera 7, et les gens ne viendront pas du Sénat, puisqu'il n'existe pas. Maintenant, on se crée des problèmes inutiles, et on va nous dire que c'est la loi universelle, elle existe aussi ici, là-bas. Il faut avoir la finesse de toujours, quand copiant, d'adapter à soi-même. Non, le problème existe toujours, Primus. Le problème existe. Oui. Parce que l'inquiétude de ça existe toujours. C'est-à-dire que nous sommes en face d'une situation, essayons de trouver la solution. Son inquiétude, il dit,
les auditeurs ou bien certains auditeurs ont dit justement qu'il faut avoir la totalité de personnes à la Cour constitutionnelle avant de parler de majorité s'il faut trancher sur des affaires. Qui fixe la totalité à la Cour constitutionnelle? C'est la loi. Et qui fait la loi? C'est encore nous-mêmes qui faisons la loi. Oui, mais pour le moment, on suit d'abord Jeff. Oui, c'est pourquoi moi j'avais proposé que pour respecter la loi, comme il n'y a pas le Sénat, laissons les 2 qui seront nommés par le Sénat et évoluons avec les 7. Maintenant, il y a les hommes de droit qui sont là pour nous aider, pour nous éclairer, si nous sommes dans la fausseté ou pas. Parce que la loi comme telle, le Sénat n'existe pas. Et le Sénat doit envoyer 2 personnes. Sans les 2 personnes, on peut avoir la majorité à la Cour constitutionnelle qui peuvent prendre des décisions. Primus l'a dit tout à l'heure, au lieu de 9, on a 7. Et sur les 7, 4 peuvent voter oui et 3 non. Là, on peut consommer la décision. Maintenant, si les gens nous expliquent que le Sénat n'existe pas, donc il faut avoir la totalité avant de parler de majorité, je pense qu'il y a les hommes de droit pour nous expliquer mieux. J'avoue que je reste sur la fin, sur les 2 volets aux questions. Je comprends, vous n'êtes pas des juristes, encore moins des constitutionnalistes et encore moins des politiques. Je tentais de me tourner vers quelqu'un. Mais tu as peur. Bon, enfin, j'ose toujours. Monsieur il peut nous aider. Bon, je sais pas, est-ce que vous pourriez nous aider, éclairer notre lanterne sur cette question-là? Je crois que vous avez posé une question pour laquelle vous-même vous avez donné la réponse en disant que c'est une question d'un débat des spécialistes. Il faut des politiciens, il faut des spécialistes de la Constitution. Or, pour un débat de techniciens, nous ne pouvons que être des observateurs et voir comment les techniciens de la question peuvent résoudre le problème. Donc, moi, mon avis, en tant que magistrat, il me semble qu'il faut poser la question aux spécialistes les constitutionnalistes et les spécialistes du droit des politiciens pour que la question soit résolue. Voilà. Merci. J'apprécie la pirouette diplomatique de notre invité qui nous renvoie avec la question aux spécialistes du droit constitutionnel ou bien des acteurs politiques. Non, il a raison parce que c'est pas. Il y a les professeurs de droit, il y a les avocats, il y a les magistrats, mais n'ont pas fait la même option. Aujourd'hui, vous allez voir les gens qui sont un peu partout. Quand on parle d'économie, ils sont là. Quand on parle de politique, ils sont là. Alors, l'avocat général, il a fait que jouer son rôle. Si les considérations sont là, ils vont nous expliquer. Ou bien ceux qui ont fait le droit politique peuvent nous expliquer comment ça se fait dans ces conditions. Donc, il a justement... Merci. Là-dessus, Primus, et là, c'est un vieux constaté. Nous avons un problème de sécheresse, de débat intellectuel dans ce pays. J'avoue que depuis vendredi, quand j'ai suivi le communiqué de la présidence de la République, je suis en train de contacter plein de personnes, des enseignants du droit, des hommes politiques, mais Primus, personne ne veut oser venir débattre de la question sur nos antennes. Vous comprenez ça? Oui, je comprends. La faiblesse de l'élite togolaise vient de ce fait que elle a fait le choix du pain. C'est tout. Vous allez voir des gens qui sont éminemment intelligents, mais qui te racontent des choses qui ne tiennent pas debout. Il n'y a pas cette... mais encore qu'ils viennent faire le développement et qu'on voit si ça tient ou ça ne tient pas. Ce qu'on appelle intégrité et objectivité intellectuelle. Beaucoup ne l'ont pas au Togo. Dire la chose qui est. La chose qui est, tu le dis. Que en principe, c'est ça. Point. Mais non, il a choisi le pain. On peut choisir le pain ou autre chose. Je respecte les options, mais Jeff, ma question, je pense que ça vous touche aussi. Ailleurs, si on était en France, alors depuis samedi, on écouterait des spécialistes, on écouterait des ministres, on écouterait des députés, des spécialistes de l'action politique pour éclairer. Mais tout ce que j'approche, je dirais même qu'il me fuit. Personne ne veut venir ici au Club de la Presse nous dire comment on peut régler ce problème-là, ce problème éminemment constitutionnel et politique. Non, je pense que le laboratoire n'a pas encore sorti le résultat. Il faut qu'un laboratoire sorte le résultat, que ça soit consommé pour que les gens viennent nous expliquer. Mais c'est avant la sortie du laboratoire qu'on doit avoir les débats. Oui, les gens ont peur de venir débattre parce que du jour au lendemain, si le résultat n'est pas conforme à ce que nous sommes venus dire au départ, alors on se trouverait dans des difficultés. Donc on préférerait
avoir une seule voix, avoir la même option et vouloir aller expliquer. C'est ce qui fait mal. Moi, de ma formation d'ingénieur, ce que j'ai appris, c'est qu'il y a un principe. Il y a tout ce que vous prenez, il a un principe de fonctionnement. Exact. Et même si vous êtes parti le copier quelque part, la première des questions qu'on se pose, quel est son principe de fonctionnement? C'est l'état idéal. Maintenant, chez moi, est-ce que je peux respecter toutes les conditions de ce principe? Sinon, si ce n'est pas le cas, je l'adapte à ma condition. Mais je garde quoi? Le principe. En Afrique. Merci. Nous nous posons des questions auxquelles nous n'avons pas des réponses. Je présume que c'est plein de Togolais qui voudraient savoir comment cette affaire de recomposition de la Cour constitutionnelle va être faite en conformité avec la loi et les principes, si cher à Primus. Oui. Eh bien, nous lançons un appel aux spécialistes. D'abord, le problème. On dit que ces trois corps-là sont indépendants les uns des autres. Je me trompe? Le judiciaire, le législatif et l'exécutif. Maintenant, c'est l'exécutif qui prend la décision de recomposer le judiciaire. Ou je me suis trompé? Non, un peu. Oui, où est l'indépendance alors? Voilà, juste préciser que le délai pour les candidats à l'élection présidentielle, c'est le 8 janvier prochain. Et quand les candidats à l'élection présidentielle auront déposé leur dossier à la CENI, ces dossiers seront transférés à la Cour constitutionnelle qui va les valider. Et l'élection, le premier tour, aura lieu le 22 février. Alors, dans ce délai-là, vraiment limité, comment est-ce que nous pouvons faire les choses en respectant la loi et les principes? Peut-être que vous allez nous aider à voir plus clair lorsque nous aurons fini de respecter cette obligation commerciale. 93.5 Canal FM. Eh bien, nous sommes branchés sur vous. Nous avons parlé de la procédure de la recomposition de la Cour constitutionnelle. Nous avons parlé également de la rentrée de la Cour suprême avec notre invité qui est toujours avec nous. Nous avons également parlé de la culture. L'un ou l'autre sujet devrait vous intéresser. Premier auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Sas. Monsieur Agbo. Oui, comment allez-vous? Dieu merci, nous nous portons bien. Merci à Canal FM et merci à tous vos auditeurs et les journalistes qui participent, à tous les invités. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour le pays. Je vous en prie, monsieur Agbo. Oui, je voudrais intervenir dans ce débat parce que depuis hier, j'ai tenté en vain, et surtout par rapport à la recomposition de la Cour constitutionnelle. Et Canal FM est suivi partout, et tout ce que nous disons, nous faisons sur Canal FM doit indiquer, et surtout les journalistes qui interviennent, doivent faire en sorte que leur contribution apporte un plus. Et sur la question, le législateur, en proposant 9 pour la composition de la Cour constitutionnelle, ce n'est pas rien. Et c'est pourquoi il a proposé 9. On ne peut pas se passer de 9 et parler de quorum ou de quoi que ce soit. Il faut avoir les 9 installés, la Cour constitutionnelle, avant de parler de quorum. S'il y a eu d'absence, en ce moment-là, on peut parler de quorum. Cela veut dire qu'on ne peut pas recomposer la Cour constitutionnelle aujourd'hui s'il n'y a pas les 9. C'est bien cela. Oui. On a abrogé l'article 152 de l'ancienne Constitution. Et aujourd'hui, s'il faut mettre la Cour constitutionnelle en place, il faut faire les élections régionales parce que c'est les conseillers municipaux et les conseillers régionaux qui élisent les sénateurs, en plus de ce que le président de la République doit désigner. C'est bien cela. Faire autre chose par rapport à ça, je crois que c'est faire entorse à la démocratie et à nos textes. La seule solution qui vaut la peine, et la seule qu'on doit faire aujourd'hui, c'est qu'il faut aller aux discussions, des discussions qui vont déboucher sur un accord politique. Et dans ces conditions-là, les tests sont mis en veilleuse comme on le fait d'habitude. Il n'y a pas autre solution que ça. Merci. Merci, monsieur Agbo. Mon petit doit me dire que monsieur Agbo doit s'y connaître en question politique. Merci. Oui, moi je suis un ancien député. Voilà. De 2013 à 2018. Je me le disais bien. Voilà un ancien député qui éclaire notre lanterne. Merci à vous, monsieur Agbo. Abonné. Allô? Oui. Monsieur Sam, bonjour. Bonjour à vous. Notre invité est là? Il est là. Ok. Il nous a dit tout récemment que les problèmes fonciers sont devenus perpétuels et récurrents. Et j'aimerais savoir, est-ce que ces problèmes occupent 2 tiers des litiges qui règlent et ça semble ne pas finir.
n'est-ce pas qu'ils rendent de mauvaises décisions? La source que ces problèmes reviennent. De deux, est-ce qu'ils ne surfent pas sur l'ignorance ou bien le manque de moyens de certains citoyens, soit disant que c'est manque de preuves et que c'est la loi ou bien les preuves qu'ils ont présentées qui ont attrait à ces décisions? Pour vous les journalistes, monsieur Sass, monsieur Primous a dit, est-ce que les gens n'ont pas choisi le pain? Moi, je vais poser aussi la question, est-ce que vous, les journalistes, vous n'avez pas choisi le pain? Sur ce sujet de cour constitutionnelle, le Sénat dont vous parlez, les deux membres-là, doivent provenir du Sénat. Comment on forme le Sénat? Et on remonte jusqu'à la source pour voir si ça peut se faire. Le quorum, pour parler du quorum, une équipe doit être en place d'abord, avant de parler de quorum si les gens sont absents. Autant de fois les gens ne sont pas à table, on ne peut pas dire de supprimer. Et vous allez loin pour parler d'accord politique. Nous avons des lois, respectez les lois. Merci, merci abonné. Vous nous direz vous-même ce que vous avez choisi, si c'est le pain aussi ou bien autre chose. Mais monsieur l'avocat général, notre invité, enfin notre auditeur se demandait si vous ne rendez pas de mauvaises décisions de justice qui vous retombent par tous ces procès qui n'en finissent pas sur le litige foncier. Alors, je ne peux pas dire tout de go que c'est parce que nous rendons de mauvaises décisions de justice que la question foncière demeure. La question foncière est un problème très profond et qui a plusieurs aspects. Mais sur le principe des recours, il faut dire que lorsque vous rendez une décision, ça fait un heureux et un mécontent. Celui qui a gagné, il est content. Celui qui a payé son procès, il est mécontent. Il passera 48 heures à maudire le magistrat qui a rendu la décision. Mais c'est parce que on est conscient, le législateur même est conscient de ce que la justice peut se tromper dans l'appréciation des faits et dans l'application du droit qu'il est prévu des voies de recours. Lorsqu'un tribunal de première instance rend une décision, que vous estimez que cette décision-là, elle est mauvaise, il y a la voie de l'appel que vous avez. Et lorsque l'une des cours d'appel rend la décision qui ne vous convient toujours pas, parce que vous estimez que c'est une mauvaise décision, alors il y a la Cour suprême qui est là pour étudier la question. Merci, merci monsieur Faounou. Mais nous repartons au micro. L'ami Koulani en ligne, bonjour. Allô, bonjour Sass. Oui. Je salue vos invités. Nous vous saluons aussi. D'abord, il faut remercier le premier, le député Agbo, qui a donné vraiment des explications. C'est une réalité, la loi, c'est la loi. Ou bien, ils retournent l'Assemblée pour revoir la Constitution, parce qu'ils ont cette majorité. Pour que ça devienne 7, pour qu'on puisse le comprendre. Si c'est les 9 qui sont composés d'abord et puis il y a 2 qui sont absents et qu'on sort, il n'y a pas de problème. Mais si on ne va pas respecter la Constitution, là, je dis non, parce que le Conseil des ministres, ce que le chef de l'État est en train de dire, le Conseil des ministres a été clair pour nous, peut-être pour eux, en disant qu'ils vont composer les 7 et c'est 2 qui vont manquer. Et ils vont commencer par fonctionner. Est-ce qu'ils ont été explicites en la matière? Oui, ils ont été clairs, non? Le Conseil, il faut lire, non? Le chef de l'État dit non, ils vont composer, il a appelé les chefs des institutions qu'ils vont donner leur nom. Et puis, tenez-vous bien, vous avez dit quelque chose là, au niveau de l'Assemblée. L'Assemblée, ce n'est pas les députés qui seront au niveau de la Constitution. Ils peuvent déposer, mais en dehors de toi, ça, tu peux déposer ta candidature. Hein. Moi, Koulani, je peux déposer. Mais entre les deux que l'Assemblée va choisir, il faut qu'un qui soit du métier, qui soit juriste. L'autre, il peut être de n'importe où, un ingénieur, n'importe qui, ça passe. Pour finir ça, et c'est pour les locaux là. Quand l'autre là parlait, ça m'a beaucoup plu. Pour aller à la Cour suprême, là, les locaux et puis le goudron, la voie qui est là-bas, vraiment, c'est pas bien. Même là où la gendarmerie, sur toute l'étendue du territoire, les commissariats, ce n'est pas du tout sérieux. Je veux dire sur cette chaîne, moi j'ai eu la chance de faire un peu l'administration, j'étais au niveau de la direction du plan, au niveau du financement. Donc, les gens n'ont qu'à comprendre, c'est à vous là, d'initier, de demander. Et si Gamato demandait, il doit mettre ça dans le budget. Il va demander
que nous voulons tel locaux, nous voulons qu'on vienne faire cette voie-là. Et ça va remonter, c'est dans le budget au niveau du ministère de la Justice qui envoie ça au niveau du Premier ministre et ça devient un budget. Mais quand vous ne demandez pas, mais vous pensez qu'il va venir le faire. C'est quand le chef de l'État nomme les directeurs et qu'on soit, soyez initiateurs. Parce que le budget est composé par ceux qui demandent. Quand vous ne demandez pas, personne ne viendra le faire. Merci Kolani de renvoyer les institutions à Matthieu 7.7. Demandez, on vous donnera. Yao Dagoué, bonjour. Yao. Il a dû attendre longtemps, toutes nos excuses, mais je connais sa ténacité, il va revenir. Eh bien, monsieur l'avocat général, il semble que c'est parce que vous ne demandez pas qu'on vous parque dans ces locaux qui ne vont pas à la grandeur de la République. Nous demandons, mais ça va venir. Vous demandez quand même. Nous demandons quand même, ça va venir. Continuez à demander. Et nous prenons note de la situation de M. Kolani. Nous allons continuer pas à demander. Et certainement qu'on va donner les moyens pour avoir un siège convenable pour l'institution. Merci. Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, mes directeurs. Oui. Je voudrais poser deux questions. Une, mais je ne sais si je me trompe, mais la CEDEAO a demandé que ce soit fait à la Cour constitutionnelle, non? Deuxièmement, est-ce que, vu le temps, est-ce que les membres de la Cour constitutionnelle pourront être élus avant un mois et prendre fonction? Merci. Papa Sibiti, je crois que vous allez répondre à ma question. Merci de la relayer. Nous attendons une voix autorisée pour nous éclairer. Est-ce qu'on a le temps pour mettre la Cour constitutionnelle en place afin qu'elle puisse valider les dossiers de candidature à la présidentielle? Voilà, that is the question, comme diraient nos amis anglais. Autre auditeur déjà en ligne. Bonjour, c'est Yao Dagoué qui est revenu. Allô? Oui, bonjour, ça. Bonjour, c'est monsieur? C'est Joseph, hein, j'appelle de Djaglé. Joseph de Djaglé. Oui. Nous suivons. Bonjour à tes confrères et bonjour à votre invité. Notre invité, Bonjour. M. Fiaonou. Bonjour. Oui, dans son intervention, suite à vos questions tout à l'heure, il a relevé le cas des brebis galeuses qu'on peut trouver dans leur corporation. Il a également parlé aussi de... C'est le confrère Jeff qui avait C'est parlé Jeff qui comme disait ça. ça. Moi, Ah, d'accord. Et il a aussi parlé de ce que c'est que l'éternel recommencement que nous, les populations, nous pourrons ressentir dans certains cas de jugement qu'ils rendent en matière foncière. Et je voulais juste faire marquer le cas de Bamakopé, où un jugement a été rendu. Mais je crois que suite à ces jugements rendus par la Cour suprême, il y a parfois des faits recours que nous disons tierce opposition. Et dans ces cas de tierce opposition, lorsqu'un sursis de décision est donné, comment cela se passe? Puisque ce que nous observons à Bamakopé aujourd'hui, eh bien, une seule famille se dit Bamakopé l'appartient. Mais suite à un jugement que la Cour suprême avait donné, et quelqu'un faisait cas de cela tout à l'heure, n'est-ce pas des jugements rendus hier qui rattrapent aujourd'hui la justice? Et merci. Qu'en est-il justement de tel sursis que finalement la justice donne, mais que la partie adverse refuse d'obtempérer? Merci. Merci à vous, cher ami, depuis Djaglé, monsieur l'avocat général. Alors, sur la question du sursis, je vais dire que c'est la loi même qui donne la possibilité au président des juridictions d'accorder le sursis lorsque, par exemple, ces présidents estiment que l'exécution de la décision qui a été rendue risque de causer un dommage. Donc, on suspend provisoirement à l'exécution de la décision. Et les ordonnances de sursis que les juges prennent ne sont pas des ordonnances définitives. On peut les rétracter à tout moment. Mais la question de la tierce opposition, là également, c'est la loi qui prévoit que lorsque la décision est rendue en dehors d'une personne alors que cette personne a intérêt que la décision est rendue, cette personne-là peut venir faire tierce opposition pour que le cas soit rejugé par la juridiction devant laquelle
l'affaire était portée en première instance. Donc, parfois, vous savez, dans nos codes de procédure, il y a de ces mécanismes-là qui portent parfois en eux-mêmes les germes de la lenteur et des difficultés que nous connaissons. Mais c'est comme cela que cela se présente. Mais il faut également constater ou du moins remarquer que parfois les justiciables eux-mêmes utilisent ces failles de la loi pour créer deux situations qui sont dommageables. Merci, monsieur Fiao. Nous ne pouvons pas vider toute la question. Oui, il y a un auditeur qui attend en ligne depuis. C'est monsieur Amana? Oui, bonsoir, monsieur Fiao. Ah, monsieur Amana, depuis Assomé, dans le Sion. Ouais. Comment est-ce que ça va? Ça va chez nous. Monsieur Fiao. Oui. Si vous me permettez de parler à notre honorable. Il vous écoute. Merci, mon honorable. Bonsoir. Oui, bonjour. Bonjour, d'accord. Je dis, vous m'assisez pour une question là. S'il vous plaît, si vous pouvez nous confirmer qu'il y a la justice au Togo. Si oui, qui fait la justice et pour qui? Permettez-moi de vous expliquer un cas. Nous étions, nous deux, employés dans une société licenciée depuis 2014. Et mon ami a décidé... Chadeux, il est parti. Mais monsieur Fiaonou, est-ce qu'il y a la justice au Togo? Et qui rend la justice pour qui? La justice est une institution constitutionnelle. Lorsque nous voyons dans la Constitution, déjà à l'article 112, il est dit que la justice est rendue sur le territoire de la République au nom du peuple togolais. Il existe bel et bien une justice au Togo. Si quelqu'un pense qu'il n'y avait pas une justice au Togo, moi je dis seulement, fermons le tribunal un seul jour. Nous allons voir s'il y a une justice qui existe au Togo. Vous savez, notre justice, elle est ce qu'elle est, mais c'est notre justice à nous. Et nous ne pouvons pas dire que nous sommes dans le meilleur des mondes. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a toujours des dysfonctionnements que l'on peut constater par-ci, par-là, qui peut être soit le fait des certains animateurs de la justice, mais également le fait d'autres personnes qui ne sont pas des animateurs de la justice. Et comme je l'ai dit, quand vous rendez une décision, il y a toujours quelqu'un qui est mécontent de la décision. Il y a très peu de gens qui reviennent dire au juge, monsieur le juge, j'ai perdu mon procès, mais vous avez rendu une bonne décision. Mais le magistrat n'attend pas cela. Le magistrat n'attend pas qu'on vienne lui dire merci parce qu'il a rendu une bonne décision. Ça, c'est son travail. Il faut que quand un cas est là, on donne une solution, quelqu'un a raison. Mais s'il y a des difficultés particulières concernant des cas devant les juridictions, je pense que la personne qui est concernée doit s'approcher des tribunaux pour savoir exactement le litige qui concerne. Il parlait tout à l'heure qu'il a été licencié depuis 2014, mais je n'ai pas suivi la suite, mais il peut toujours se rapprocher des tribunaux. Par contre, deux cas vraiment sensibles et actuels, c'est à Gouet-Télessou et Bamakope. Dans ces deux localités, par décision rendue jusqu'à la Cour suprême, un individu se retrouve propriétaire de tout le village jusqu'à posséder la maison du chef de la localité. C'est une décision rendue par la Cour suprême. C'est ce que le commun des Togolais a vraiment du mal à comprendre, monsieur l'avocat général. Oui, excusez-moi. Parce que la question que vous posez sur la décision rendue concernant Agouet-Télessou et Bamakope, j'avoue que je ne suis pas très au parfum de cette décision-là, mais comme je l'ai dit, quand vous rendez une décision, parfois la décision elle est difficile à accepter, si vous voyez. Mais quand vous voyez de près ces décisions, à tout point de vue, le droit certainement a été respecté. A été respecté. Nous avons connu également des cas des juridictions de fond, des juridictions de première instance qui ont rendu des décisions sur ce que nous appelons décisions infra ou ultra petita. C'est-à-dire que vous demandez un carré, on vous en donne deux.
vous avez une vote qui concerne un carré, la décision qui est rendue vous accorde 2-3 carrés. C'est un peu le cas à Télésou, quelqu'un a demandé un lopin de terre et s'est retrouvé propriétaire de tout le village. Oui. Quand ces cas-là viennent à la Cour suprême, généralement, d'abord à la Cour d'appel et à la Cour suprême, généralement, on revient là-dessus. Si tant est que le droit n'a pas été respecté. Parce qu'en fait, la Cour suprême ne juge qu'en droit. Parfois, les faits sont là sur lesquels nous ne revenons plus. Mais lorsque nous voyons que le droit a été respecté, on ne fait que entériner, ou du moins confirmer la décision, au lieu de casser la décision et renvoyer. Merci, merci, monsieur Yaovi Maoli Fiaonou, 3e avocat général près la Cour suprême. Je vous dis sincèrement merci et au-delà de vous, à vos confrères, aussi bien du siège que du parquet, avec au sommet le président Patrice Akapovi Gamato, qui a dû certainement autoriser que cette émission s'anime. Merci également pour votre courage d'être resté avec nous, d'avoir répondu, ou d'avoir tenté de répondre à nos questions et d'avoir écouté également les préoccupations de nos amis auditrices, auditeurs. Vous comprendrez que beaucoup ne sont pas satisfaits, à commencer par moi-même, mais comme dit l'autre, nous sommes en allant, n'est-ce pas? Eh bien, pour l'essentiel, votre rentrée judiciaire, ce sera le jeudi 19 décembre prochain. Malheureusement, tous ceux qui le souhaiteraient ne pourront pas venir vous admirer, vous regarder. Mais vous devez quand même nous dire l'hôtel qui vous accueille, monsieur Fiaonou. Alors, nous serons à l'hôtel 2 février, à la chambre à la salle Concorde, l'hôtel 2 février. Voilà. Et la sécurité déjà va dissuader beaucoup de velléités à l'entrée. Merci. Oui, Primus d'abord. À l'avenir, il faudrait que la Cour pense à susciter des vocations parmi la jeunesse montante en rendant sa rentrée solennelle publique. Merci. Oui, ce que vous dites serait peut-être encore mieux si nous faisons des journées portes ouvertes sur la justice. Ça serait beaucoup plus élargi à toute la population. Ça peut également donner des vocations. Je crois que c'est l'information qui sera la clé des zones d'ombre que nous avons parfois de temps à autre. Sauf que sur quels locaux alliez-vous faire ces journées portes ouvertes pour qu'on vienne? Le siège. À quel siège? À quel siège? Nous avons l'espoir que d'ici l'année prochaine, nous aurons un nouveau siège. Okay. Voilà, l'espoir fait vivre. Merci à vous encore une fois, monsieur l'avocat général, près la Cour suprême. Il nous reste juste le temps des cartons de fin d'émission. Plutôt, je n'ai pas de carton. Je voulais juste attirer l'attention des auditeurs qui nous suivent, que nous sommes en période de fin d'année, surtout les fêtes de fin d'année, de faire attention à tout ce que nous achetons au marché. Au Délédi, mi-Délédi, faisons attention. Les soldes, les boîtes de conserve surtout. Vérifions les dates de péremption et tout ça là pour que au lendemain de la fête, qu'on ne soit pas malade. Merci. Attention aux soldes. Il y a un thème consacré aux soldes chez nous là. Les bonnes femmes au marché. Au Délédi, mi-Délédi. Oh non, il y a autre chose là. Banjoa. Bon, enfin, tout ce qui est solde, le prix chute brutalement pour ce qui est produit alimentaire. Sachons regarder. Mais attention, Yarka dit qu'il n'y a plus de pétards cette année, aussi bien pour les importateurs, les vendeurs que ceux qui achètent pour leurs enfants. Il n'y aura pas de pétards. J'attends de voir. Je n'ai pas de carton, mais la dernière fois, le ministère des Affaires étrangères a primé certains fonctionnaires exemplaires. Oui. J'aimerais bien savoir si ça se peut s'informer pour savoir quels sont ces critères qu'ils ont établis pour. J'ai aussi appris ça, mais pour moi c'était une cuisine interne. Non, si les ministères peuvent faire ça, pourquoi ce ne serait pas généralisé en d'autres? Merci beaucoup. Alors, généralement, j'aime dire que le carton est attribué à un sujet qui n'est pas déjà débattu, mais Jeff, je vais vous charger d'une mission. Vous allez transmettre au maire et à ses conseillers municipaux de la ville d'Anéhor, Lac 1, ce carton vert pour cette propriété qui commence à venir à Anéhor. Et vivement que Anéhor fasse
effet boule de neige et que nos communes deviennent plus propres, plus organisées. Je suis content parce que ça vient de toi. Merci beaucoup. Eh bien, c'est fini pour aujourd'hui. Encore une fois, notre gratitude à notre invité, Monsieur Yaovi Maoli Fiaonou, 3e avocat général. Bonne rentrée judiciaire à la Cour suprême. Quant à nous, nous nous retrouvons demain, mercredi à 11h, si Dieu le veut et Dieu le voudra bien. Et je vous prie de ne pas manquer l'émission de demain. Nous pourrions avoir des invités également qui vous disent des choses très intéressantes.